Bienvenue sur le plateau de Média TV Afrique dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. De nombreux jeunes écrivains prennent la décision d'aller au contact d'un clavier ou d'un stylo à billes pour retranscrire leurs pensées dans un roman. Mais comment faire ses premiers pas dans cet art de l'écriture? Mes invités et moi tenterons d'apporter des éléments de réponse en première partie d'émission. On espère tous que nos petits frères et petites sœurs grandissent, qu'ils acquièrent plus de maturité, qu'ils deviennent un peu plus adultes et cessent leurs bêtises. Mais tout cela est-il réellement une question d'âge? Nous en parlerons en deuxième partie d'émission. Et pour décortiquer ces sujets avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Djibril. Djibril, vous êtes chroniqueur littéraire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, Riz. Merci de m'inviter à cette émission à nouveau de Média TV Afrique, Génération News. Permettez-moi de saluer les personnes avec lesquelles je partage ce plateau. Et c'est un immense plaisir, comme toujours, de venir et de discuter des questions relatives à la jeunesse. Comme vous le savez, la jeunesse, c'est la pierre à édifice d'une communauté prospère. Exactement. Comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et à côté de vous, nous avons Nathan. Nathan, vous êtes dans le domaine des affaires, on va dire, management des affaires. Vous êtes étudiant. Oui. C'est un plaisir également de vous recevoir sur le plateau de Génération News. Merci. Comme vous le disiez, je suis étudiant dans le management, donc marketing, communication, mais aussi j'ai un blog sur lequel je parle de questions existentielles. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Orphée, vous êtes écrivain, un habitué également du plateau de Génération News. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Oui, merci Régis. Comme je le dis toujours, c'est toujours un plaisir d'être invité ici pour pouvoir parler de ce type de questions-là. Ça nous bonifie, ça nous améliore et c'est un moyen pour nous de conscientiser, d'informer, de sensibiliser nos petits frères ou encore même nos aînés. Exactement. Le plaisir, il est vraiment partagé. Exactement. Et nous allons terminer avec Ankou, journaliste, écrivain. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Ensemble, nous allons discuter et je pense aussi apporter mon expérience, ma petite expérience, quant à ce qui concerne le métier d'écrivain que je viens d'entamer. En parlant de votre expérience, on a parlé de cette première thématique qui est liée aux écrivains en herbe. Comment faire ses premiers pas vers l'écriture et sinon la publication de son œuvre? Vous êtes dans le domaine, vous avez de l'expérience. Quels sont les éléments à prendre en compte quand on veut justement démarrer l'écriture d'une œuvre? D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, il faut se démarquer de la peur d'écrire en fait. Il faut avoir confiance en soi et également avoir cette passion d'écriture. L'écriture aussi, c'est une passion. Après, maintenant viennent les étapes de l'édition, de la publication, de la promotion. Donc, je pense que c'est, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir cette passion et maintenant aller droit au but, c'est-à-dire essayer de trouver une maison d'édition, discuter avec les éditeurs et autres, et puis maintenant publier l'ouvrage en question et aller à l'étape de la promotion. Vous avez publié votre premier ouvrage, Chaude plongée dans les blagues africaines. Ça vous a pris combien de temps pour arriver à la finalisation de cette œuvre? En fait, mon ouvrage Chaude plongée dans les blagues africaines m'a pris 3 ans. Mais au début, en fait, c'était pas, je n'écrivais pas en fait pour sortir un livre. J'écrivais tout juste. C'est un recueil de blagues en fait. On a plus de 300 blagues dans ce livre en fait. Au début, je n'écrivais pas pour un livre, j'écrivais pour publier sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Pour alimenter le compte. Pour alimenter ma page Facebook en fait. Mais vers la fin, j'ai rencontré un éditeur. Je ne vais pas faire de publicité, j'ai rencontré une maison d'édition du moins. Et ils m'ont proposé de le transcrire du moins en livre. Donc ça m'a pris 3 ans, je l'ai commencé en 2017. La publication, elle s'est faite en août 2020, donc ce qui fait banalement 3 ans. 3 ans pour écrire une œuvre. Djibril, est-ce que le choix du narrateur est primordial quand on veut démarrer l'écriture d'une œuvre? Merci Riz pour la question. Le choix du narrateur est très important parce qu'en réalité, l'écriture, écrire, c'est répondre à un besoin. Parce que écrire,
c'est un projet. Et quand on a un projet, le projet répond à un besoin bien donné. Et donc, écrire, c'est d'abord un art. Et l'art, c'est tout le contraire de la norme et de la règle. Mais cet art doit être encadré par la norme et par la règle. Donc, les écrivains, ils s'aventurent dans l'écriture par passion parfois. Mais dans cette logique de mettre en exergue les faits sociaux, ce qu'ils vivent, ce que les autres vivent, parler de la condition humaine, tout cela relève d'une connaissance qu'on a d'une chose. Et c'est cette connaissance qu'on traduit pour mettre ça sous forme d'écrit et parvenir l'information aux lecteurs et aux passionnés du livre. Donc ce processus nécessite des prédispositions. Quelle que soit la passion que nous avons, il est important et substantiel d'encadrer cette passion. Les prédispositions, ici on parle évidemment même de l'environnement aussi, oui. Propice pour commencer l'écriture. Oui, l'environnement propice, l'environnement primordial d'abord, c'est la lecture. Quelle que soit notre passion, on veut écrire pour écrire, on ne peut pas en ce moment atteindre l'objectif. L'objectif de l'écrivain, c'est d'orienter, c'est d'éduquer, c'est d'apprendre, c'est de bonifier, c'est d'encadrer, c'est d'accompagner la société, c'est de libérer une communauté opprimée. Tout cela, c'est des besoins, c'est des objectifs. Donc l'écrivain doit orienter son écriture dans cette logique. Mais tout en sachant que cette écriture ne se fera pas dans une logique de passion ou de faire ça dans une logique comme bon nous semble. Non, on le fait en encadrant notre écriture par le biais d'un processus de formation d'abord. Et c'est cette formation qui relève de prédisposition, c'est-à-dire de la lecture, de la formation, de l'éducation, du savoir-faire, du savoir-être, afin d'encadrer notre écriture pour que l'écriture puisse servir. Justement, en parlant de... oui, vous aurez l'occasion de rebondir. En parlant justement de formation Orphée, beaucoup de jeunes écrivains et écrivaines que j'ai eu à rencontrer avant, évidemment, pendant que je préparais cette émission-là, m'ont parlé des ateliers d'écriture. Est-ce que c'est important pour un jeune écrivain de démarrer par ces ateliers-là? Bien évidemment, parce que malgré la compétence que l'on peut déjà avoir, c'est-à-dire on peut avoir quelques aptitudes d'écriture, il faut naturellement aller vers les personnes qui sont passées par ce chemin bien avant. Vous êtes passé par ce chemin, l'atelier d'écriture, parce que je rappelle que vous avez publié déjà votre premier ouvrage intitulé Sarah, la réconciliatrice. Est-ce que vous êtes passé par des ateliers d'écriture? Naturellement, oui. Et c'était même au sortir de cet atelier d'écriture que j'ai eu cette audace maintenant de publier mon premier livre en fait. Parce que à la base, j'écrivais simplement comme en cours sur les réseaux sociaux et tout le reste. Je recevais des retours positifs. Mais avec le temps, lorsque j'ai participé à cet atelier-là, qui devait déboucher à un concours, je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant, il faut que je puisse réellement aller au bout de cette passion. Et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse publier. Qu'est-ce qu'on y apprend au juste dans ces ateliers d'écriture? Alors déjà, il y a la stylistique, c'est-à-dire on vous apprend à votre manière de rédiger. Il y a une manière d'écrire, par exemple dans le cadre du roman, il y a deux critères qui sont principaux, c'est-à-dire nous avons une partie la narration, une partie la description. Moi, par exemple, je prends mon cas, lorsque j'écrivais à la base, je me basais simplement sur la narration, la description, je la faisais de manière subtile. Mais c'est sorti de ces ateliers-là que j'ai compris qu'il faut décrire parce qu'on dit la lecture, c'est voyager sans pourtant se déplacer. Donc une personne qui est au Sénégal peut facilement aller en Turquie et cela c'est par le biais de la description des lieux, des paysages qui sont inclus dans le roman. Donc pour moi personnellement c'est ça qui m'a d'abord motivé parce que j'ai appris une chose qui était au niveau de la description. Nathan, Djibril a souligné un point essentiel quand il parlait évidemment de formation. Il a également parlé de l'amour, de la lecture, de l'écriture, de cet art de l'écriture. Est-ce que pour vous, être un écrivain, c'est limite à avoir une belle plume et avoir une belle histoire à raconter? Alors, ce que je pense par rapport à ce que Djibril disait tantôt, c'est qu'il faut aller vers cette passion-là, d'accord? Il faut l'assumer. Mais aussi, comme il a pu le dire, il faut accepter de se former. Parce que je le dis souvent quand j'écris, que écrire, c'est lire de l'intérieur. Donc, on lit ce qui est à l'intérieur de nous pour le retranscrire aux autres, pour apprendre aux autres, pour partager avec les autres. Mais si au-dedans de nous, ce qui est à l'intérieur n'est pas déjà juste ou modéré ou formé, n'a pas une forme déjà, qu'est-ce qu'on va donner aux autres? Donc, il faudrait, comme il disait, aller vers le savoir, vers la connaissance, vers ce qui nous enrichit nous-mêmes avant de le retransmettre ou de le vomir. Nous devenons comme des personnes, comme un miroir.
ce qu'on a reçu, on le redonne aux autres. Donc évidemment, ça reste des critères, certes, de base, hein, avoir une belle plume et avoir une belle histoire à raconter, mais derrière, il faut rajouter évidemment d'autres ingrédients. Hein. On peut utiliser le terme culinaire. Oui, en coup. Justement, moi, je ne partage pas en fait tout ce que M. Djibril a eu à dire, parce que souvent les gens ont tendance à faire peur aux jeunes. Écrire, on n'a pas besoin de participer à des ateliers, d'être formé pour écrire. Vous savez, c'est une passion. Par exemple, quelqu'un qui prend sa plume, il écrit. Mais une passion a besoin aussi d'être un petit peu structurée, encadrée. Oui, ce n'est pas en fait une exigence. Il ne faut pas faire peur aux enfants, aux jeunes. Moi, c'est mon cas en fait. Bon, je suis dans la trentaine, mais je devais écrire mon premier livre depuis le lycée. Mais bon, les professeurs disaient, il faut être formé, Mais bon, finalement, moi, j'ai dû laisser mes poésies, mes poèmes, j'allais dire, en fait. C'est vrai que la formation aussi, ça vaut le coup, mais ce n'est pas une exigence. C'est ce que je veux souligner. Moi, quand je parle de formation, c'est de faire un rapport entre l'objectif escompté, c'est-à-dire ce dont nous voulons aller. Parce que ce que l'on écrit doit être orienté dans l'atteinte d'un objectif, parce que notre écriture est un projet. Et comme vous le savez bien, un projet doit s'accentuer, le manager sait cela, un projet doit s'accentuer sur l'approche gare, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire ce que nous faisons. Dans la gestion de notre écriture, on a un résultat à atteindre. Et ce résultat passe par un process. Et ce process, impérativement dans la vie, un humain a besoin de formation, même si on ne peut pas être écrivain ou quoi. Et la formation, ce n'est pas seulement aller à l'école. Et d'ailleurs, Federer le disait, que l'école n'est pas cette banane officine où on enseigne le b.a.-ba. L'éducation, c'est un monde, c'est le savoir-être, c'est le savoir-vivre. Donc l'ensemble de cela, cela passe par des aptitudes que l'humain doit se munir pour tendre vers un objectif bien donné. Et vous partagez cet avis-là, Nathan? Pour enchérir par rapport à ce que disait Djibril tantôt, je pense que quand il parlait de savoir, évidemment, il parlait plus de l'observation de la vie. Qu'est-ce que l'écrivain lui-même a appris de la vie aussi? Et qu'est-ce qu'il a appris dans son fond de la vie? Mais ce qu'il veut retranscrire, il doit le retranscrire dans un code. Et donc, ce code requiert une formation. Requiert une certaine formation. Ça ne veut pas dire qu'on restreint ceux qui veulent écrire à forcément faire des formations littéraires, par exemple, mais qu'ils doivent aller chercher plus loin. Parce qu'il y a des personnes qui ont la volonté d'écrire, mais est-ce que le fond y est? C'est ça la bonne question. Est-ce que le fond, pour atteindre l'objectif, comme il le disait, la finalité, qui est généralement de conscientiser, qui est généralement d'informer sur des faits de société, sur des problèmes courants, est-ce que le fond de l'écrivain lui permet de retransmettre efficacement ces valeurs-là? Et en parlant de cette formation qui est évidemment essentielle, même si Nathan l'a souligné, ça ne reste pas une obligation pour les jeunes qui veulent se lancer, mais c'est pour autant un point aussi essentiel et important. En parlant de cette formation, par exemple, en faisant des recherches, je suis tombé sur un plan d'écriture en ce qui concerne la rédaction d'un roman. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ce plan d'écriture, Orphée? Il consiste à quoi? Alors, le plan d'écriture, premièrement, il faut mettre en exergue l'intrigue. C'est-à-dire, lorsque vous écrivez, quelle est la finalité? L'intrigue, c'est, on va dire, le socle même du livre. C'est-à-dire, à la fin, est-ce que l'intrigue sera résolue ou pas? Donc, il faut l'intrigue, il faut trouver des personnages principaux, il faut la trame, c'est-à-dire l'histoire, partir d'un point A à un point, par exemple, P. Ça doit être évolutif, en fait. Donc, tout ça, ça doit être de façon bien organisée afin de pouvoir aboutir à l'objectif final, en fait. Et quand on parlait de personnages, déjà il faut les habiller, les personnages, dans le roman. Et on a parlé tout à l'heure du choix du narrateur. C'est important parce que vous, dans votre œuvre, par exemple, vous avez votre œuvre Sarah la réconciliatrice, vous avez démarré avec, on va dire, un narrateur extérieur, parce qu'on parle de Sarah, dès qu'on ouvre l'œuvre, on parle de Sarah, donc c'est parler de Sarah la troisième personne. On a des narrateurs intérieurs, en général on démarre avec la vie subjective du personnage. C'était important ce choix pour vous, Orphée, de démarrer par ce narrateur extérieur? Alors pour moi, de façon claire, c'est l'histoire d'une personne que je rencontre, c'est du vécu. Donc alors c'était une condition sine qua non pour moi
mettre en exergue cet auteur-là, on va dire ce personnage-là. Donc il fallait impérativement que je le fasse parce que mettre mon avis interne, c'est-à-dire en mettant la première personne, c'est comme si je faisais partie de l'histoire alors que ce n'était pas le cas. Donc tout dépend de l'histoire à raconter, tout dépend du contexte. C'est ce qui permet de choisir s'il faut raconter l'histoire à la troisième personne ou encore à la première personne. Et en cours, est-ce que le plan d'écriture dont nous a détaillé Orphée tout à l'heure, est-ce que ça aide un petit peu aux jeunes écrivains à lutter contre on va dire, la maladie de la page blanche? Justement, il vient bien de décrire ce plan d'écriture quand même. Mais ce que moi je dis, je maintiens toujours ma position. C'est vrai tout ce qu'il a eu à détailler, mais il ne faut pas aussi centrer tout sur ces petits... C'est ce que moi je trouve, sur ces détails en fait. Vous n'avez pas eu besoin de ça, d'un plan de travail pour l'écriture? Voilà, j'en ai à venir. En fait, moi, à mon niveau par exemple, c'est un recueil de blagues africaines. Les blagues qui se racontent dans nos rues, Abidjan, Dakar, Bamako, Lomé, tout ça en fait. Maintenant, moi je suis dans un projet d'écriture pour la jeunesse. Voilà, lui il parle par exemple de romans et autres là, bon, c'est vrai que chacun avec sa catégorie, voilà, avec son genre en fait. Donc à mon niveau, je pense que c'est vrai quand même d'avoir tous ces plans, d'avoir toutes ces formations et autres là, mais bon, écoutez, on peut aller et après se former après. Je vous sens partager. Non, je comprends bien sa position parce que dans le prélude de mes propos, je l'ai dit que d'abord l'écriture c'est un art et que l'art c'est tout le contraire de la règle. Les règles sont là établies, dans la logique d'encadrer une chose bien déterminée. Mais il ne faut pas qu'on oublie que quelle que soit la valeur de l'art ou de son apport dans la communauté, cet art doit être encadré. Oui. Là, je suis d'accord, mais bon, si on juge nécessaire de laisser la passion nous guider, arrivé à un certain moment, nous serons obligés de nous heurter à des difficultés. Et parce que les difficultés que, par exemple, aujourd'hui, tu regardes des ouvrages, il y a des redondances évidentes et qui sont graves. Oui, en parlant, c'est parce que ça c'est un point très intéressant, Nathan, c'est le point de la relecture, parce que évidemment un jeune écrivain qui se lance dans la réalisation et la publication d'une œuvre, c'est d'abord un défi personnel et un autre défi parce que derrière, il faut séduire les lecteurs. Et quand on n'y arrive pas, parce que derrière, il y a des béquilles, il y a des coquilles dans l'œuvre, ça pose un problème. Oui, le problème de la relecture, j'en discutais avec Orphée une fois, il disait que ce qui freine aussi les écrivains, c'est le coût de la relecture dans les maisons d'édition. Et on proposait une solution plus ou moins simple. C'est environ combien Au Sénégal, par exemple, pour les grandes maisons d'édition, c'est 10 000 francs la page. 10 000 francs la page. 10 000 francs la page. S'il y a faute ou pas. On voit déjà que pour un jeune écrivain, 10 000 francs la page, si tu as 150 pages, tu es mort. Quand là même, il est tombé dans une maison d'édition où on lui a dit que c'est 10 000 francs la page, mais il y a d'autres maisons d'édition où on vous dit que par exemple, là, moi je suis parti, je ne vais pas citer le nom, sans vous donner un coût global, c'était 800 000 qu'on m'avait demandé. Pour corriger la correction de votre œuvre, 800 000 francs. La correction, la distribution de l'amont à l'aval en fait. Là, vous parlez de l'édition. Oui, non, là c'est différent. Par exemple, en fait, c'est-à-dire si on corrige, en fait, la correction est intégrée dans l'édition. Justement, oui. Là, c'est normal. C'est normal. Par exemple, moi, mon livre, j'ai trouvé une maison d'édition qui est moins chère. Et bon, il m'a donné le prix. Je me suis dit peut-être que c'est cher. Je suis parti voir une autre grosse maison de production qui se trouve au Sénégal. Je ne vais pas citer le nom. Mais ils m'ont dit 1 500 000. Voilà, vous voyez un peu. Alors que c'est un livre de 150 pages. Ouais, évidemment. Et c'est qu'il y a encore un peu, on va le dire, dommage, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes écrivains qui payent ces sommes-là, beaucoup, qui payent 1 500 000 voire plus, mais qui retrouvent leur œuvre toujours avec des béquilles, avec des coquilles. Et à ce problème, on proposait généralement que nous avons des talents dans nos universités. Nous avons des étudiants qui sont en fin de cycle, qui ont des compétences. Généralement, nous sommes séduits par ces grands titres
qui sont déjà dans ces maisons d'édition connues avec des grands noms. Mais on pouvait dire que, par exemple, pour la correction d'un livre, si vous avez 5 étudiants de littérature à l'université, à l'UCAD ou à n'importe quelle grande université. En Afrique. En Afrique, évidemment. Vous prenez ces 5 étudiants et vous faites lire votre roman partie par partie, interchangeable. Vous pouvez vous retrouver avec une correction meilleure parfois et bien moins chère que ce que vous propose une maison d'édition qui va parfois bâcler le travail après que vous avez payé 1 500 000. J'ai par exemple une petite anecdote. Tout récemment, il y avait eu Covid, il y avait les dons Covid que le ministère de la Culture, par le biais de la direction des livres, distribue un peu aux auteurs. Mais figurez-vous qu'il y a une maison d'édition qui a édité, une maison d'édition bien connue ici au Sénégal. Mais écoutez, il y a tellement de fautes que au niveau de la direction des livres, ils se sont concertés pour ne pas leur accorder ce forfait, en fait. Vous voyez un peu. Alors que c'est une grosse maison d'édition qui a eu à éditer ce livre. Vous voyez un peu. C'est vrai que ces maisons d'édition aussi que nous connaissons, il y en a qui, ces maisons-là, elles ne sont que de nom parfois. Des renommées. Ah oui, voilà. Moi, par rapport à la question d'édition, parfois de coquilles qu'on trouve dans les ouvrages, parce que l'écriture est assujettie à la rigueur. Ah oui. Ça, c'est vrai. La rigueur, elle est d'office substantielle dans donc le projet. Elle doit démarrer d'abord chez l'écrivain lui-même. J'ai tendance à dire que cette vague d'écrivains que je vois venir sont un peu réfractaires à la critique. Ils sont un peu réfractaires à la critique. Alors que le doyen Amadi Alédien disait que chaque humain ou chaque intellectuel doit se mettre en position d'infidélité. Être en position d'infidélité, c'est pas être infidèle comme le connaissent les autres. Ouais. Être infidèle, c'est d'être critique, c'est de remettre en question sa personne, ses écrits, sa pensée, pour pouvoir soumettre ça d'abord aux autres. En parlant de se remettre en cause, Orphée, est-ce que la phase dédiée justement à la relecture, est-ce que c'est une phase que vous appréhendez de manière différente, avec beaucoup plus de stress par exemple? Revoir son œuvre corrigée, parfois même écorchée, parce qu'on retire certaines phrases ou certains paragraphes que le correcteur trouve inutiles. Bon, alors contrairement à ce que l'opinion commune atteste, moi je suis tellement ouvert pour la relecture. Mon livre, même jusqu'à présent, il y a des moments où je le relis encore, je me dis que j'aurais pu faire ça. Et même lorsqu'une personne, c'est-à-dire lorsque je vends mon œuvre, une personne a pu lire l'œuvre, si une personne me fait une critique, comment? Lorsque je regarde, je dis c'est que la personne est en train de dire est vraiment objectif, j'accepte. Et je suis ouvert à la critique en fait, parce que je comprends clairement que même Molière était critiqué, même Paulo Coelho est critiqué parce qu'il a vendu des millions de livres dans le monde, mais ses œuvres sont critiquées pour des fautes grammaticales. Donc, qui suis-je moi? Je suis encore un nouveau je ne suis qu'un pionnier dans le domaine de la littérature. Du coup, je suis contraint, c'est obligatoire pour moi d'accepter cela. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on a eu à souligner, ces fautes d'orthographe, cette difficulté, cette cherté pour les corrections et pour la publication, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tendre vers l'auto-édition? L'auto-édition, je pense que ce serait bien parce que, disait Djibril Akono Convention, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus un mythe, l'édition d'un livre. Ce n'est plus un mythe. Encore à ce niveau, on peut le faire en vase clos, comme on dit. Mais ce qui est important, au niveau surtout de la relecture, ce qu'Orphée disait, c'est être ouvert soi-même aussi, l'écrivain. Et là, on rebondit à ce que vous disiez, quand on parlait de formation, c'est à ce niveau aussi. Parce que l'écrivain, il doit accepter que quelque chose ne va pas peut-être dans sa syntaxe, dans son style. D'accord? Et cela peut-être peut freiner sa capacité à toucher le public. Il faut aussi tenir compte du public visé. C'est aussi des notions à prendre en compte. Mais la notion d'auto-édition, aujourd'hui, on peut se lancer dedans parce que nous avons à notre portée toutes les armes pour le faire. Oui, allez-y, Orphée. Non, en fait, je veux m'en parler parce que moi, j'ai fait l'auto-édition. Voilà, donc mon œuvre, elle est complète. C'est-à-dire, s'il fallait reformuler le thème d'aujourd'hui, on aurait dit de l'auteur au lecteur. C'est-à-dire, j'étais dans toute la chaîne de production. Parce que justement, je suis tombé sur des maisons d'édition à cause des prix exorbitants que je ne pouvais pas avoir malheureusement. J'ai dû passer par cela. Et justement, comme il en proposait,
j'ai choisi des personnes qui ont des capacités grammaticales et vocabulaire assez élevées pour faire une correction. Moi-même, après avoir corrigé, il y a des sites internet, lorsque vous mettez un texte, on vous sort des fautes. Donc j'ai dû faire plusieurs corrections. Ensuite, j'ai vu une personne, un ami qui est fort dans l'infographie, qui m'a fait la confection de l'œuvre. J'ai vu un autre imprimeur qui a imprimé les œuvres. Et moi, maintenant, je me sers des réseaux sociaux pour faire une commercialisation. Aujourd'hui, j'ai vendu plusieurs œuvres. Pourtant, je ne suis pas passé par l'édition classique. Et donc l'auto-édition, évidemment... L'auto-édition peut fonctionner, il suffit simplement de tenir ferme et de choisir les bons chemins. En quelques mots, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission, quels conseils vous donneriez aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer dans ce secteur-là? Tout d'abord, je leur dirais de beaucoup lire. Pour écrire, franchement, il faut lire. Il faut lire, faut consacrer son temps à la lecture et aussi se dire que l'écriture aujourd'hui, ce n'est plus sacré. En fait. Il faut désacraliser en fait, ce milieu. Être écrivain, écoutez, avec un niveau 3e, même moins, on peut être écrivain. Justement. Et aussi animer cette passion, se dire qu'on peut y arriver. Ça avec, sans ou avec l'aide des autres. Et bon voilà, et se mettre à l'écriture. Exactement, la passion de la lecture, acceptation évidemment des critiques. Monsieur, nous marquons une courte pause. On va se retrouver dans une poignée de minutes pour la deuxième partie de votre émission Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite, messieurs, plancher sur la problématique de la maturité. La maturité, on trouvera toujours quelqu'un dans notre entourage, que ce soit à l'école, la famille ou au boulot, pour nous rappeler qu'on n'est pas assez mature. Mais c'est quoi la maturité au juste, Djibril? Bon, quand on parle de maturité, automatiquement on pense à la croissance, au développement intellectuel, à notre manière de faire, à notre manière d'être. Mais je crois qu'on ne peut pas restreindre la maturité dans un carcan d'actes, de propos. Parce que je dis qu'il y a de maturité quand il y a interaction pour jauger et évaluer la valeur d'une personne, si elle est mature ou pas. Et comment on fait, Nathan, pour reconnaître justement, déceler cette maturité chez quelqu'un? Alors moi, je suis de ceux qui pensent que la théorie ne cadre pas toujours avec la pratique. Et comme disait Djibril tout à l'heure, il faut penser, je pense qu'il faut interagir pour comprendre ou savoir ou identifier la maturité chez quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne peut être mature dans un domaine et immature dans un autre. Ça peut se présenter comme ça. On peut être mature dans la gestion de ses études et immature dans la gestion de sa vie privée. On peut être mature dans la gestion de son travail et immature dans la gestion de sa vie spirituelle. Mais comment expliquer ce paradoxe? Le paradoxe, pour l'expliquer, je vous dis que la notion de maturité, elle est tellement complexe qu'elle nécessite d'abord des prédispositions. Comme il a si bien dit, on peut être mature dans ce domaine et être immature dans l'autre domaine. Mais c'est, pour moi en tout cas, la perception que j'ai de la maturité, c'est d'essayer de tendre vers la perfection, même si on sait qu'on ne peut pas atteindre cela. Vous partagez cette définition en coup? Oui, justement, moi je pense que la maturité, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est tout d'abord penser à soi, penser aux autres, également agir. Parce que la maturité aussi, l'adjectif mûr aussi s'y colle. Ouais, un peu. Donc pour moi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, agir, les actes posés doivent quand même refléter ce que le bon sens aurait voulu en fait. C'est ce que moi je pense. En fait, quand on parle évidemment de maturité, c'est beaucoup plus la maturité intellectuelle qui revient le plus souvent. À quoi consiste-t-elle cette maturité-là? D'accord. Alors, par rapport à cela, déjà, une définition, elle est toujours parcellaire parce que s'il faut simplement restreindre la maturité sur le plan intellectuel, là, on est dans un contexte bien précis parce qu'on peut aussi parler d'un point de vue biologique, il y a de la maturité physique. Une personne qui est passée de l'enfance à la jeunesse, c'est déjà dans une maturité physique. Et on peut aussi parler de maturité affective. Alors, pour revenir à la maturité intellectuelle, c'est celle-là par laquelle on commence à être responsable. On commence à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. C'est-à-dire, on sait séparer le mauvais grain de l'ivraie. C'est aussi cette aptitude à pouvoir se fixer un objectif et l'atteindre.
cette aptitude à pouvoir avoir une clairvoyance de la vie et dire que si je veux obtenir cela, je dois utiliser tel moyen. Donc, la maturité intellectuelle, c'est passe plus par l'exact que l'on pose qui font de nous des personnes différentes. Donc, c'est un peu en fait, c'est aller dans le sens d'assumer ses actes. Voilà. On peut renchérir ce qu'Orphée disait. La maturité intellectuelle ne se limite pas à l'élégance, à l'éloquence, mais c'est aussi c'est un ensemble de valeurs. Parce qu'on peut être bien et ne pas être bon. Oui. Donc, la maturité relève du fait d'être bien et d'être bon. Et je dis que la maturité, c'est le fait pour moi de tendre vers le bien, éviter le mal. La maturité, ce n'est pas de faire office de son aura. La maturité, ce n'est pas de faire office de son argent. La maturité, ce n'est pas de faire office de son pouvoir. La maturité, c'est essayer de vivre en harmonie avec les autres. Que l'interaction avec les autres soit faite de la plus belle des manières. Nathan, est-ce que c'est une question d'âge pour s'accrocher à notre thématique du jour? Est-ce que la maturité, c'est une question d'âge? Maturité, question d'âge, je ne suis pas pour cette notion ou cette affirmation, parce que je pense que nous avons un proverbe qui dit « aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années ». Je pense que quelqu'un qui sait observer, pour moi une personne mature, c'est quelqu'un qui sait observer son environnement et qui sait vivre en adéquation avec son environnement sans pour autant blesser ou détruire les autres et se construire lui-même. Parce que c'est cet équilibre qui est difficile. Arriver à se construire sans déranger les autres. Et on disait tantôt que ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Et ça, c'est des principes fondamentaux que nous ne devons pas rejeter. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, le capitalisme, toutes les notions de liberté que les gens ont, on se dit, j'ai le droit de faire, de dire, de penser comme je veux. On parle de liberté d'expression, évidemment. Et tout ça, alors que ce n'est pas ce que nous avons à faire. Nous avons le devoir de faire ce qu'il faut quand il le faut. Et moi, c'est à ce niveau que je peux qualifier la maturité. Savoir faire ce qu'il faut quand il le faut. Et en coup, la maturité, pour aller dans le même sens que Nathan, ça reste un concept subjectif, en fait. Et justement, moi, pour revenir un peu à ce qu'il a dit, en fait, je pense aussi, tout comme vous, que la maturité n'est pas une question d'âge, en fait. Moi, j'ai un oncle, par exemple, bon, c'est un peu bizarre, mais même ce matin, non, hier, il avait dit, il a écrit sur sa page Facebook, sur son compte Facebook, bon, quand on est amoureux, quand on tombe amoureux, non, quand on tombe malade, on va à l'hôpital, mais quand on tombe amoureux, on va où? Bon, alors qu'il est dans la quarantaine. Mais est-ce qu'il est mature? C'est là où je me dis, ce n'est pas une question d'âge. On a aussi nos jeunes frères qui ont 20 ans, 25 ans, mais qui agissent d'une manière assez impeccable. On se demande même, mais lui, il est né comment? C'est ça, en fait. Ce n'est pas une question d'âge. Et bon, c'est une notion aussi subjective, je pense bien. Oui. Et donc, du coup, bien se comporter avec son entourage, Orphée, c'est une manière d'imposer sa maturité, en fait. Oui, on peut le dire, on peut bien le dire, parce que si l'on se comporte bien naturellement, les actes que l'on pose sont généralement ceux qui reviennent. Si l'on se comporte bien avec autrui, il y a des fortes chances que cela soit le cas. Et la maturité va dans ce sens, dans la mesure où c'est tellement important pour nous qu'il faut toujours se démarquer, en fait. Donc, on pose des actes, on se dit que c'est la manière la plus idéale de vivre. Et comme il le disait, c'est un processus, en fait. On tend vers la maturité. Moi, je me dis qu'on n'est pas mature, mais on tend vers. Et ça laisse acquiert au fil des années. Plus on grandit, plus on se bonifie, plus on devient mature. Non, en fait, ça reste un concept inaccessible, si on va dans ce sens-là, quand même. C'est une dénomination qui est vraiment très complexe. Très complexe et très vaste, du point de sa pluridisciplinarité. Parce que quand on parle de maturité, on fait appel à notre bien-être. Quand on parle de maturité, on fait appel à notre savoir. Quand on parle de maturité, on fait appel à la relation qu'on a avec les autres. Quand on parle de maturité, on parle de notre croissance personnelle d'abord, de notre physique. Quand on parle de maturité, on parle de notre manière de réfléchir. Donc tous ces attributs de la maturité renvoient à un objectif, c'est-à-dire de tendre vers la perfection. Une chose que l'on n'atteindra jamais, mais qu'on fera tout notre possible pour essayer de l'atteindre dans un processus de formation, dans un processus d'éducation, une éducation qui ne se limite pas seulement au savoir,
c'est le savoir-être, c'est le savoir-vivre. Regardez aujourd'hui dans nos différentes sociétés comment les gens évaluent la maturité. Quand vous insultez par exemple dans les télévisions, vous faites des invectives, automatiquement les gens vous traitent d'immature. Des gens diront, la première chose que les gens diront, qu'il n'a pas reçu une bonne éducation. Mais est-ce que justement, en parlant de ça, est-ce que ça a un lien direct avec la maturité, éducation et maturité? Éducation et maturité. L'éducation est bien, elle a sa part à jouer, elle a son rôle à jouer, mais je pense que la maturité va au-delà. Elle transcende l'éducation, dans le sens où, il pouvait le dire, c'est le savoir-vivre, c'est le savoir-être. Et notre capacité surtout, je disais, à nous adapter à notre environnement. Il faut aussi se poser des questions. Si on parle de maturité, il y a une maturité. Mais est-ce que notre environnement lui-même est mature? Parce qu'on doit se poser des questions où nous sommes. Aujourd'hui, on a l'impression que certains milieux familiaux sont démissionnaires. Est-ce que le milieu familial permet cette course vers la maturité? Parce que c'est vraiment une course. Et voilà pourquoi il n'y a pas un souci d'âge. C'est vrai que le temps fait son temps, mais notre énergie, nous devons nous canaliser sur notre capacité à prendre toutes les informations, notre intelligence émotionnelle, toutes les informations autour de nous pour être la meilleure personne possible. Et ça, c'est d'abord nous, mais aussi envers les autres. Le temps fait son temps, hein, pour reprendre évidemment cette phrase de Nathan. Alors, on est parti dans une définition un petit peu générale de ce concept même là de la maturité, cette philosophie, hein, si on peut l'appeler ainsi. Beaucoup parlent évidemment, donnent une définition assez basique et simple, hein, de la maturité en parlant d'expérience vécue. On a tendance à assimiler la maturité par rapport aux expériences qu'on a traversées dans la vie. Est-ce que c'est une définition que vous partagez? Et oui, je partage cette définition parce que aussi le fait de notre vécu par exemple peut avoir un lien. Moi, je pense que c'est intrinsèquement lié à la maturité. Il y a des obstacles, une fois que vous les affrontez, je pense que ça vous change et vous devenez mature. C'est ce que moi je conçois dans cette notion de maturité et puis du vécu. Moi, un enfant, parce que vous l'avez souligné également, il y a des jeunes qui sont matures très tôt. À l'âge de 10 ans, 11 ans, on arrive à percevoir cette maturité, mais ils n'ont rien vécu. D'où la complexité de la notion de maturité. Parce que quand on parle d'expérience, c'est l'ensemble des rocambolesques, des difficultés, des péripéties traversées qui nous renforcent, qui nous permettent de grandir. Grandir dans l'esprit, grandir dans la physique. Mais parfois, on peut ne pas grandir dans nos actions. Et que l'enfant qui a 20 ans grandit dans l'action, mais ne grandit pas en expérience. Il n'a rien appris de toutes ces expériences. Moi, par rapport à ça, tout à l'heure, j'ai eu une image qui m'est venue dans l'esprit. Imaginez-vous un enfant de 10 ans, d'accord, qui doit, à cause de la condition de sa famille, se démerder pour faire vivre ses frères, sa mère. Il sera impérativement plus mature qu'un enfant de 20 ans dont les parents s'occupent tout le temps, dont les parents prennent soin, couvent. Pourquoi? Parce que les expériences de la vie, la hardiesse de la vie, le fait qu'il doit affronter la vie très tôt, va l'obliger à développer son esprit, même ses compétences physiques. C'est généralement des enfants qui sont robustes à cause du fait que la vie a été très dure avec eux très tôt et ils ont été obligés de s'adapter. Un enfant de 20 ans dont les parents s'occupent, font tout, au final, ce sont des enfants. Il reste des enfants. Donc, c'est dire que la vie aussi, parfois, nous affronte très tôt, ou nous affrontons la vie très tôt. Et à ce moment, on est obligé d'être mature. On parle de maturité, Orphée. Alors, il y a des études qui démontrent que la maturité, en tout cas, la jeune féminine, les filles atteignent la maturité plus vite que les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, la maturité, c'est une question de genre? Alors, c'est relatif, ça dépend de la perception de tout un chacun. Mais si on essaie de voir, c'est-à-dire si on essaie de faire un lien étroit entre maturité et responsabilité, les femmes ont facilement cette tâche-là depuis le jeune âge. Elles ont facilement cette tâche-là parce que vous remarquerez même dans les maisons, lorsque la fille a déjà au moins 7 ans, 8 ans, on va lui dire, tu vas commencer à laver les assiettes, tu vas laver le linge, tu vas servir parce que tu es une femme. Non. Plus elle grandit,
elle a déjà des responsabilités. Alors, contrairement au jeune homme, ça dépend des milieux aussi. Comme on disait, l'éducation est un rôle dans la maturité. On verra qu'un jeune homme, il va jouer à son foot. Parfois, il essaye d'aider un peu. Mais la femme a généralement plus de responsabilités. Et c'est avec ce temps, et c'est avec le temps justement qu'elle devient de plus en plus mature. Et cela se prouve même dans le foyer. Plus tard, lorsqu'elle devient plus grande, on dit toujours que c'est l'homme qui règne, mais c'est la femme qui gouverne. Donc, parce que justement, elles ont des expériences passées qui s'accumulent et qui font d'elles des personnes matures, on va dire peut-être de façon prématurée, mais cela se voit dans la pratique parce que c'est ce qu'on voit le plus généralement. Oui, en cours. C'est vrai que Orphée, au début, il a dit que c'est relatif. Moi, je pense que tout ce qu'il a dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que nous, les hommes aussi, il ne faut pas oublier que bon, ce n'est pas tout le monde qui joue du foot. Hein. C'est pas, bon, écoutez, par exemple, c'est un amoureux de la lecture. Il est dans la lecture. Oui, parce que bon, voilà, moi, je vous donne mon exemple. Depuis 10 ans, j'étais dans les chantiers de maçons et autres là pour chercher de quoi manger. Mais ce n'est pas, mes parents sont là. Ouais, en fait, chacun a sa conception de la maturité. Ce n'est pas, pour moi, ça dépasse cette notion de genre. Une fille peut être bien mature plus que les hommes et vice versa. Oui, c'est ce que moi je pense un peu. La vie partagée, Djibril, vous rejoignez beaucoup plus Orphée ou Onkou en ce qui concerne le genre Pour dire vrai, je rejoins Onkou parce que bon, la maturité n'a rien à voir avec le genre. Parce que j'ai tendance à le dire, Dieu nous a créés tous égaux, hommes comme femmes. Mais il a eu à donner des responsabilités à chacun. L'homme est l'époux, la femme est l'épouse. Et nous tous, nous sommes dotés d'intelligence, incrustée dans nos cœurs pour différencier l'utile et l'inutile. Et comme Orphée l'a dit, ça dépend de l'appréciation qu'on a de la maturité. Que parfois d'autres, ils sont dotés d'intelligence, mais ils choisissent l'inutile. La femme peut choisir l'utile et l'homme choisit l'inutile. En ce moment, la femme tend plus vers la maturité que l'homme. Pour dire que cette complexité de la notion de maturité ne dépend pas ni du genre, ni de l'avoir, ni de l'aura, ni de la pensée, ni de la réflexion, ni de l'avoir. C'est une prédisposition qui nécessite un ensemble de dispositions telles que humaines, intellectuelles, religieuses, spirituelles et économiques. Orphée, en parlant, a fait un lien étroit entre responsabilité et maturité. Oui. Les deux vont de pair? Les deux vont de pair obligatoirement. Parce que si on est mature et on n'est pas responsable, notre maturité tend tout droit vers le chaos. Parce que tantôt je vous ai dit qu'on peut être bien et ne pas être bon. On peut être bon et ne pas être bien. Nathan, vous voulez rebondir sur un point? Je vous sens un petit peu partagé sur les avis. Alors là, moi, revenir à ce qu'Orphée disait tantôt, il a dit c'est l'homme qui règne, c'est la femme qui gouverne. Et lui, il a équilibré cette notion en disant qu'en tant qu'homme, on a nos devoirs. En principe, selon ce qui est fait, selon ce qui doit se faire, en tant qu'homme, on a notre devoir, on a notre partition à jouer. La femme a sa partition à jouer, que ce soit dans la société, que ce soit dans le foyer, que ce soit même dans les lieux de travail. C'est-à-dire que la femme a sa partition à jouer et l'homme a sa partition à jouer. Et nous revenons à ce principe que la maturité, c'est savoir faire ce qui doit être fait au moment où on doit le faire. Il faut être arrivé à la capacité de choisir, s'il faut, entre ce que je dois faire et ce que je veux faire, de choisir ce que je dois faire. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça, c'est au-delà du genre, au-delà de la position sociale, au-delà de nos revenus, au-delà de ce que l'on pense. C'est vraiment ce que pas bon, on le traitera d'immature. C'est important. Oui, c'est important. Ce que vous devez faire dans nos différentes sociétés, quand vous le faites d'une manière ignoble, on vous traite automatiquement d'immature. Donc, c'est dans la logique que je vous ai dit, qu'on tend vers la perfection en faisant du bien pour les autres, par les autres, et qu'on ait une société vivant dans l'harmonie. On parle évidemment de maturité. On nous demande des fois, que ce soit papa, maman ou le grand frère, d'être mature. Est-ce que c'est un apprentissage? Si oui, comment on fait pour tendre vers cette maturité-là? Je pense que la maturité, Djibril l'a bien dit, parce que la maturité, la responsabilité, même l'éducation aussi, ça va de pair en fait. Et moi, par exemple, dans une famille, quand on vous dit d'être mature, bon, quelque part aussi, on vous dit, écoute ce qu'on te dit. Arrête de faire les bêtises, concentration sur... Voilà. Concentre-toi sur ce qu'on te dit, arrête de faire des bêtises, sois responsable, et bon voilà, sois bien éduqué.
et suis ce qu'on te dit. Pour moi, c'est ça en fait. Oui. Et Nathan, vous allez dans le même sens qu'en coup, quand on parle d'apprendre à être mature, c'est cette capacité évidemment à stopper toutes les choses qui peuvent vous déconcentrer. Être mature, ouais, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment être capable aussi d'écouter la voix de la sagesse. Écouter, suivre aussi les ordonnances, les consignes, c'est aussi preuve de maturité. Être capable de suivre une vision de vie, suivre ou obéir aussi, c'est faire preuve de maturité. Et donc, un enfant ou un jeune homme doit aussi être capable, évidemment, de suivre les consignes qu'on donne à la maison. Orphée, je pense que vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Il y a un groupe qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. Le groupe s'est fait appeler les immatures. Vous comprenez l'engouement autour de ce groupe? Bon, pour dire vrai, je ne suis pas trop abonné à ce groupe, mais je vois quand même des partages, des publications. Mais il faut aussi dire que, bon, moi je pense que la vie, il faut la vivre en fait. Il faut la vivre. Dans tous les cas, j'ai oublié l'auteur, il disait la vie, on ne vit qu'une seule fois. Ce qui est sûr, on ne sortira jamais de la vivant. Parce que tôt ou tard, on finira par mourir. Et donc, vivre la vie, c'est aussi faire appel à ce côté immature de vie. Moi, je me dis que c'est un équilibre. Parce que ce côté immature, là, par exemple, il a écrit un livre sur des blagues. Les blagues, à un moment donné, pour certaines personnes, ça peut relever de l'immaturité. Mais de lui, pour lui, dans sa perception, c'est un talent qui est sorti. Et qu'une personne qui a exploité son talent, on peut dire que cette personne, elle est mature. Et il a écrit un livre de ça. Mais une personne qui vient dans cette manière, les blagues, qu'est-ce que les blagues m'apportent? C'est quelqu'un d'immature. Donc moi, je me dis que c'est un équilibre. Il faut un peu, c'est un mélange, c'est-à-dire il faut un peu une dose d'immaturité, un peu de maturité pour devenir une personne. Nos amis asiatiques parlent du yin et du yang. Voilà, c'est un équilibre. Exactement. Concernant ce groupe, les immatures, je pense que je fais partie des premiers abonnés. Parce que là, je tire aussi quelques blagues de ce groupe. Bon, c'est vrai que, en fait, c'est pour la distraction. En réalité, on n'est pas trop sérieux là-bas. Ceux qui publient là-bas ne sont pas trop sérieux. Bon, il m'arrive aussi de publier, on ne sait jamais. Voilà, vous voyez un peu, c'est pour blaguer en fait, c'est pour des blagues. Mais est-ce que dans la vie même, est-ce qu'on est souvent, ce qu'on publie là, est-ce que c'est ce qu'on vit? Est-ce que c'est la réalité? Là, il faut pas l'oublier. De temps en temps, il faut être dans la distraction. Moi, j'ai sorti un livre qui parle des blagues. Mais ça ne fait pas de vous un immature. Justement, justement, ça ne fait pas de moi un humoriste. Je suis journaliste de formation. Ouais, donc, quelque part aussi, c'est la priorité. Tantôt, je l'ai dit dans le propos, que la valeur d'évaluation de la maturité et de l'immaturité dépend parfois de nos actions que nous émettons à l'endroit des autres. Et pourtant, ce n'est pas seulement cette aune qui peut nous servir d'évaluer la valeur de la personne, si elle est mature ou pas. Parce que la blague, on a besoin parfois d'équilibre, on a parfois de nous déstresser, de détriper le stress en nous. Et cela passe parfois par des blagues, par des jeux, mais cela n'est en rien à l'immaturité. Aujourd'hui, quand on parle d'immaturité, pour moi, c'est cette fonction qui nous permet d'être en désaccord, mais désaccord destructif. Je ne parle pas de désaccord constructif. Par exemple, dans le plan intellectuel, on peut être en désaccord avec une personne dans le sens de vouloir bonifier la personne en l'apportant notre père à édifice dans la construction de sa personne quand même. Mais l'immaturité, pour moi, c'est une valeur. C'est une valeur. L'immaturité, c'est une valeur. Parce que quand on sait qu'on est immature, on tend vers la maturité. Mais si on sait qu'on est immature et qu'on ne se donne pas les efforts aussi, on peut le rester, Nathan. On peut rester sur notre immaturité. Oui, et c'est d'où l'importance évidemment d'avoir cette forme d'équilibre, comme a parlé Ankou et Orphée, Nathan, l'équilibre en termes d'immaturité. On a besoin parfois de l'être quelque part aussi pour se sentir vivant. Pour moi, je dis ça aux gens, ce qui fait le charme de l'humain, c'est son imperfection. Cette imperfection nous conduit à vouloir automatiquement tendre vers la perfection. Et cette imperfection prouve parfois notre immaturité. Et c'est dans ce sens qu'on s'assigne comme mission de vouloir tendre vers la maturité et vers la perfection, même si on sait qu'on ne va jamais l'atteindre. Parce que tant qu'on tendra vers la perfection, c'est parce qu'on est imparfait. Et quand on est imparfait, tout le temps, il y aura des lacunes qu'on aura à faire. C'est obligatoire, c'est une condition sine qua non dans la vie de l'humain. Nathan ? Juste rappeler pour ceux qui ont fait un peu de philosophie que dans la construction même de l'homme,
ce côté spirituel et physique, on voit déjà qu'il y a une volonté de dualité. D'accord? Le chien, il est chien. Le mouton, il est mouton. Mais l'homme, il peut être chien, il peut être mouton à n'importe quel moment. C'est pour dire que l'homme a cette capacité déjà, dans même sa conception, depuis son origine même, à être mature et immature. Généralement, la maturité relève du spirituel d'abord aussi, de notre capacité à nous élever nous-mêmes et à choisir de faire le bien. Généralement, quand on dit le spirituel, on pense plus au mystique. Mais moi, je vois le spirituel comme notre capacité, je disais tantôt, à penser la vie d'une certaine manière, une manière positive, à penser la vie pour les autres. Est-ce que là où je suis, quelles sont les solutions que je peux apporter à ceux qui sont autour de moi? On cherche à aller loin. Pourtant, on peut apporter un sourire, apporter de la joie à quelqu'un, c'est de la maturité. Moi, je pense, les gens aujourd'hui sont stressés. Le système capitaliste nous stresse. Nous sommes stressés par beaucoup de choses. Par la crise, nous sommes stressés par les pandémies, par les guerres ici et là. Et donc, apporter de la joie à quelqu'un, c'est de la maturité, dans un sens. Et nous allons remercier en tout cas Ankou, qui nous apporte la joie à travers son œuvre Chaude plongée dans les blagues africaines. Oui, Ankou? Bon, justement, tout comme Nathan, je pense que M. Djibril aussi l'a dit, la maturité, en fait, la maturité, ça n'a rien à voir avec... en fait, c'est spirituel. C'est spirituel. Aussi, être mature aussi, c'est rendre heureux l'autre. Tout faire pour que l'autre soit heureux. Sans s'oublier. Pardon? Sans être, oui, voilà, sans s'oublier. Quand il parle de spiritualité, la spiritualité relève de l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle du bien au détriment du mal. Donc, d'où la nécessité que nous, en tant qu'humains, qu'on doit tendre vers le bien, par le bien et pour le bien. C'est cette forme d'ouverture d'esprit, Orphée, cette capacité à aller vers l'autre, parce qu'évidemment, on gagnerait tous à se connaître si on rentre dans cette philosophie de la maturité. Oui, naturellement. Je partage ces propos, parce que la maturité, c'est comme on le dit, c'est un processus qui s'acquiert au fil du temps. Et il faut vraiment cette dose. Moi, j'insiste vraiment sur ça. Il faut vraiment cette dose d'immaturité. Imaginez, regardez ces grands humoristes-là. Par exemple, une personne comme Jamel Debbouze. Jamel Debbouze est immature dans l'immaturité. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, il vous fait rigoler, vous devenez fou. Mais il fait un travail vraiment impeccable. Parce que les comédiens, quelque part, c'est un petit peu ça. C'est vrai que Jamel Debbouze, aujourd'hui, qui organise le Marrakech au Maroc, aujourd'hui au Maroc, qui est très regardé. Et ça, les comédiens, quelque part, ils portent un costume d'immature quand ils viennent sur la scène. Alors que ce n'est pas ça. Ils portent des costumes d'immature. Bon, oui, c'est ça, mais ils ne sont pas... Peut-être qu'ils ne sont pas dans la vraie vie, ils ne sont pas immatures. Mais moi, je pense que quelqu'un comme Jamel Debbouze qui porte tout un pays aussi, il va au-delà de sa personne. Il porte une nation. Aujourd'hui, le Marrakech du Rire est suivi partout. Donc, c'est l'image d'une nation qu'il a relevée d'une certaine manière. Non seulement ça, il attire des humoristes du continent. Donc, il relève encore. Également à beaucoup d'artistes. Messieurs, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Djibril, merci Nathan d'avoir participé à cette émission. Orphée, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau des Générations News. Ankou, merci également d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour votre émission Génération News. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.